Bonjour à toutes et à tous. Donc du coup, je vais vous présenter l'interface d'Automatic 111 un peu plus en détail et vous montrer un exemple de génération d'une image. Donc là, on retrouve l'interface. Donc là, je suis en local sur mon poste, hein. La partie installation, à la limite, je pourrais faire une autre vidéo pour vous montrer comment on l'installe. Euh, mais euh, mais c'est assez simple. Donc là, on retrouve l'interface donc sur le thème sombre que j'utilise habituellement. On retrouve les différents onglets que j'ai présentés dans mon article. Les méthodes d'échantillonnage. On retrouve ici le modèle, donc le checkpoint en anglais. Donc, ça, c'est les différents modèles que vous pouvez utiliser qui vont représenter en fait le style principal de l'image. Donc, on a des modèles, donc vous voyez, j'ai déjà des modèles 3D, des modèles d'animé, des modèles réalistes, et des modèles que, en fait, le tout premier, le tout dernier et celui-là, par exemple, ce sont des modèles que j'ai créés moi-même. Donc, c'est vraiment de la génération, de la création de zéro. Donc je ferai peut-être des articles aussi là-dessus si ça vous intéresse. Donc j'ai sur l'interface là, je suis sur l'onglet, le premier onglet texte ou image, donc qui permet de, à partir d'un texte, générer une image. Donc on a, comme j'ai écrit dans l'article, deux prompts, un prompt positif le premier et le prompt négatif le second. Ici on va écrire quelle image on veut, en tout cas quels sont les détails qu'on veut dans l'image. Donc il y a toute une syntaxe spécifique pour obtenir vraiment la cible, donc l'image qu'on veut. Après, ici, vous pouvez mettre tout à fait du texte très simple ou très détaillé, mais qui ne respecte pas forcément une syntaxe particulière, ça va fonctionner aussi. Ici, on retrouve tout ce qu'on ne veut pas dans l'image, donc le texte négatif. Imaginons qu'on ne veut pas d'image en noir et blanc, on peut directement préciser monochrome, qui va, par exemple, dire en fait à, à l'IA de ne pas générer d'image en noir et blanc. Donc ici, principalement, en fait, on utilise ce qu'on appelle des textes inversés. En fait, ce sont des textes générés donc par des créateurs sur la plateforme Civitai principalement, qui permettent de générer des images avec le minimum de, en tout cas le minimum de défauts possible, parce qu'en fait, ça fait à peu près, disons, 8 mois que je fais de l'IA. Au tout début, je n'utilisais pas du tout les prompts négatifs, et les images étaient soit très floutes, soit très déformées. Si par exemple, là je vais vous montrer un exemple avec une fleur, mais si par exemple vous voulez dessiner un visage humain, ou un animal, ou quelque chose d'assez complexe à dessiner, et si vous ne voulez pas vous retrouver avec 5 œils, 4 bras ou une main avec 18 doigts, il faudra forcément utiliser les prompts négatifs pour pouvoir vraiment préciser ce qu'on ne veut pas. Les prompts négatifs ont l'air plus forts que les prompts positifs. Après, ça c'est à voir. Ici, on a la méthode d'échantillonnage. Donc, moi, j'utilise principalement soit le LR et l'ERA pour générer des images assez simples, dans le sens avec des lignes un peu dans un style logo ou dans un style dessin un peu graphique, un peu type coloriage ou vraiment des formes vraiment simples. Le Eun et le LMS Keras, je les utilise principalement pour générer des images qui ont des tons assez forts, par exemple quelque chose qui serait très surexposé ou très sous-exposé, euh, pour en fait générer un style graphique assez particulier. Et après, principalement, j'utilise le 2M Keras ou le SDE Keras, donc c'est les deux qu'on voit ici, pour la génération de portraits humains ou de portraits vraiment réalistes. Là, pour l'instant, je vais vous montrer vraiment juste avec la méthode Olera. Car après, bien sûr, hein, je pourrais faire un article dédié sur les différentes méthodes d'échantillonnage et les différences qu'il y a entre chaque, sachant que, voilà, si par exemple je vous montre vraiment un truc simple pour vous montrer, hein, si voilà, je mets pas de prompt négatif exprès, je me mets sur un checkpoint de base, Realistic Vision, qui permet de générer des modèles très réalistes et qui embarque un VAE. Donc là, je ne vais pas en mettre. Le VAE permet d'avoir une image un peu plus nette. On peut aussi
rajouter notre propre VE en plus d'un modèle qui en possède déjà un, pour ajouter encore plus de netteté, mais ça on le verra plus tard. Et si on a le clip skip, donc en fait quand on génère une image, on peut tout à fait, en fait il va générer des images étape par étape, donc là il va générer sur 20 étapes. Le clip skip permet de skipper certaines étapes. Moi j'utilise principalement avec des valeurs de 1 ou de 2, jamais plus. Après ça c'est à voir à l'usage, hein. Je me suis pas vraiment encore attardé sur ce truc là. Donc là le nombre d'étapes, hein, ça permet de partir d'une image vraiment très très bruitée, donc imaginons à 5, vers une image plus nette. Donc avec, en fait à chaque fois on rajoute du bruit pour pouvoir avoir plus de pixels, et donc plus on a de pixels, plus l'image est nette, hein. Donc là si par exemple je vous montre vraiment un truc de base avec 5 étapes, donc ça va aller très 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 vite. ELERA en 512 par 512, il va générer une seule image, et un scale, donc le scale c'est la valeur, donc là je mets 7, c'est une valeur que j'utilise principalement par défaut, qui permet, plus cette valeur est haute, plus il va respecter le prompt positif, plus elle est basse, moins il va la respecter. C'est-à-dire que si par exemple on la met ici à 3, il va générer potentiellement un champ de fleurs ou une fleur. Si on la met à 17 et qu'ici on précise qu'on veut une fleur avec des pétales bleus, avec un arrière-plan coloré, et puis une fleur jaune par exemple, et ben, il va vraiment nous générer ce qu'on veut. Là, on va remettre la valeur par défaut à 7 pour vous montrer vraiment de base ce qu'il fait. Ici, on a la seed, donc c'est la graine de génération. Donc là, par défaut, elle est à -1, c'est une valeur aléatoire. On peut tout à fait la setter, par exemple, à une valeur pour que pour les prochaines générations, on retrouve à peu près le même résultat. Là, c'est ce que je vais faire. Donc là, on lance la génération. Donc on peut soit interrompre la génération, soit skipper une des images. Donc là, vu qu'on n'a que 5 étapes, c'est très rapide. Et donc là, on obtient ça. Donc là, c'est une fleur, un arrière-plan plutôt flou et blanc. Donc là, on a une sorte de rose. Il n'y a que 5 étapes. Je vais vous montrer exactement la même génération sans rien toucher autre que les étapes. Si par exemple là, j'en passe directement à 10, donc il va mettre un peu plus de temps, forcément, il va mettre 10 étapes pour la génération de l'image. Donc là, on voit la plupart des étapes une par une, hein. Ah, c'est pas une par une, mais c'est divisé peut-être par 8 ou 10, je sais pas. Donc là, avec déjà 10 étapes, on obtient une image, à peu près pareil, c'est pas la même fleur, mais avec un arrière-plan blanc, et un peu plus net. Si ici, on augmente encore de 10, on a une image qui est vraiment plus nette. Donc là, si vraiment je zoome, elle est plus nette. Après, elle reste encore assez pixelisée. Il faut savoir qu'on est quand même sur du 512 par 512, et on a tout à fait la possibilité d'augmenter la résolution via des extras, via un plugin en fait qui permet d'upscaler l'image et de la mettre sur une résolution qui est 2 à 3 fois plus grande. Et donc même le fait de zoomer au sein même par exemple d'une pétale ne sera pas pixelisé. Après, bien sûr, si par exemple je change la méthode d'échantillonnage, par exemple, imaginons que je prends cette méthode-là et que je remets 20 étapes, pour vous montrer un peu la différence entre les différentes méthodes, ça ne va pas générer vraiment du tout le même type d'image, hein. On va garder la même site, donc c'est à peu près le même, comment dire, la même fleur, mais l'image ne sera pas la même. Alors, je ne sais pas si vous le remarquez, c'est peut-être un peu subtil, mais c'est un peu plus long, parce que c'est une méthode un peu plus compliquée que la méthode de l'air. Voilà, donc là on obtient encore une autre fleur, mais peut-être plus de détails au niveau du centre de l'image. Après, bon, là on a un petit bug, hein, parce que ça c'est une tige et elle apparaît au niveau de la fleur, donc c'est pas terrible. Après, là le prompt il est très basique, hein, c'est juste écrit fleur. Là, si bien sûr on met, je sais pas, par exemple, red flower, détail avec un arrière-plan détaillé par exemple.
avec, je sais pas, par exemple, la mer, disons, puis, je sais pas, une route. Voilà, je sais pas, je mets ça, et puis derrière, je vais mettre des termes d'image qui permettent d'avoir une génération plus qualitative. Parce que Haïti, voilà. Et dans les prompts négatifs, on va quand même lui rajouter qu'on veut pas de, de noir et blanc. Après, même si là, il n'en a pas du tout généré, par défaut, il n'en génère pas. Il vaudrait mieux plutôt lui préciser euh, qu'on veut du noir et blanc et pourquoi il n'en génère pas, parce que le modèle, là, le checkpoint qu'on voit, il a été généré principalement avec des images en couleur. Et donc, du coup, vu que vous précisez rien, il prend par défaut en fait, les différentes générations qui ont été réalisées par rapport à ce modèle-là. Et c'est pour ça que vous avez, en fait, si vous mettez un terme vraiment très basique, des images qui correspondent à, en fait, correspondent le plus aux images qui ont été utilisées pour générer ce checkpoint. Voilà. Ici, comme je vous l'ai dit précédemment, on peut avoir du texte inversé qui permet, proposé principalement sur les sites type Civitaille, qui sont des sites sur lesquels on retrouve justement les modèles, les prompts ou du coup des LoRa. Donc les LoRa, ce sont en fait des ajouts qu'on ajoute dans le prompt. Donc ce sont en fait des petits modèles qui sont beaucoup plus petits. Il faut savoir qu'un modèle, par exemple comme celui-là, il peut faire 2-3 gigas octets, alors qu'un LoRa c'est une centaine de MO max, hein, donc ça peut aller de 5 à 200 MO disons. Et ce sont en fait des petits modèles qui permettent d'ajouter vraiment un détail ou une scène spécifique à l'image qu'on veut générer. Pour l'instant là je ne rentre pas vraiment dans le détail. Donc là si on génère ça comme ça, on laisse ce modèle là, on laisse le nombre d'étapes à 20, on va remettre par exemple en ELRA, c'est un peu plus rapide. Donc là il faut qu'il arrive à me générer un arrière-plan détaillé avec de la mer, une route et une fleur rouge. Voilà, donc là on obtient ça. Donc là en ELRA on a ça, hein. Si je vous remonte exactement la même image avec cette méthode d'échantillonnage que j'ai utilisée juste avant, elle sera, je pense, plus réaliste que la première. Après, je peux me tromper. Parce que je pense que moi j'utilise beaucoup plus cette méthode-là avec Realistic Vision. Après, ça, c'est des essais hein, qu'il faut faire. Donc là, par exemple, on a un ciel qu'on n'avait pas avant avec des nuages. Voilà. Donc, si on zoome, hein, on retrouve la fleur emblématique qu'on avait auparavant. On a la route, on a la mer, on a un arrière-plan qui est plutôt flou là, mais qu'on pourrait détailler en augmentant soit le nombre de steps, soit en agrandissant la résolution de l'image, soit en jouant bien sûr aussi sur la résolution de l'image d'origine. On peut tout à fait ici avoir, donc là je suis en 1, 1, 1, mais si par exemple j'augmente un petit peu et que je mets par exemple du 580, donc là il me remet comme il le souhaite. Donc là, moi mon PC il tourne avec une carte AMD et cette appel de diffusion est plutôt prévu pour utiliser des cartes graphiques Nvidia avec du CUDA derrière et moi actuellement bah, je n'en possède pas, donc du coup la génération quand elle est trop haute elle dépasse en fait la capacité de, de RAM virtuelle de ma carte graphique. Donc actuellement je suis sur une carte graphique à 8 Go de VRAM. Et, euh, et donc du coup quand je dépasse par exemple les 600 pixels par 600 pixels, bah ça plante. Après bien sûr vous pouvez tout à fait en fait laisser 512 pixels par 512 pixels et avoir au final avec une option d'agrandissement de l'image, une image finale en 4K, hein. C'est tout à fait possible, hein. Voilà, donc là l'image est déjà plus détaillée. On a
une texture de route, on a toujours la fleur rouge. Et donc là, par exemple, on a bien donc une image comme on est demandé. Et si par exemple on joue sur, par exemple, imaginons qu'on veut avoir une image plutôt au format 9/16e, donc une image plutôt grande, il peut en fait, à partir du même prompt, nous générer une autre image, mais avec du coup, là peut-être plus centré sur un arrière-plan où il y aura la mer, et un avant-plan où il y aura la route et éventuellement les fleurs. Là, j'ai l'impression que c'est ce qu'il fait, ce qui ne peut pas en fait coller éventuellement l'image qu'il avait de la fleur unique sur une image de cette taille-là. Voilà, donc là il nous a même presque généré des bâtiments sur le côté et un portail qui mène à la mer. A l'inverse, si par exemple on passe sur une image en 16/9, là il va peut-être nous générer voilà, plus, on dirait que la mer voilà, est vraiment sur ce côté-là, là et on a plus de terre. Bien sûr en fait, donc là, en fait le format, tout ça pour dire que le format en fait est important aussi dans la génération de l'image. Le modèle est important, la méthode d'échantillonnage, le nombre d'étapes permettent d'avoir des images plus nettes, mais le format et le texte permettent en fait différents types de génération par rapport au texte choisi. Euh, si par exemple, donc, moi par défaut, hein, j'ai des prompts négatifs que j'utilise le plus souvent. Donc en fait là-dedans on va retrouver là par exemple bad ends, alors ça c'est des problèmes de main par exemple, parce que moi je fais beaucoup de génération d'hommes et de femmes pour le compte Instagram. Et au début, vu que je n'utilisais pas du tout ces trucs-là, j'avais des problèmes avec des mains à 5, avec des mains à 18 doigts par exemple, ou avec 3 ou 4 mains. Et donc en fait, ces petits textes inversés permettent d'avoir vraiment des générations nickel. Donc là, pour le coup, pour la fleur, c'est pas utile d'avoir ça, mais on retrouve en fait, par exemple, le worst quality, le low quality. Euh, Là, vous voyez qu'il y a à chaque fois des virgules entre chaque champ et parfois des parenthèses. Quand il y a des parenthèses, c'est pour préciser qu'on veut vraiment pas ça. C'est pour insister sur le terme. Si par exemple là, ici, je mets entre parenthèses, je sais pas, red color, et que je mets ici virgule, j'enlève ici red, là, il va vraiment préciser, on précise qu'on veut vraiment de la couleur rouge, peu importe que ça soit sur la fleur ou sur la route ou sur n'importe quoi. Si par exemple après on met red flower comme ça et que là on met mince, des doubles parenthèses, mince, où la parenthèse, là, décidément, comme ça, là on précise qu'on veut plus une fleur rouge, ensuite on veut plus une couleur rouge et ensuite on veut tout le reste. Et pour certains paramètres, par exemple les paramètres qui concernent la qualité, là il n'y en a pas d'autres, on peut en fait préciser la force du paramètre. Donc une force à 2, c'est vraiment quelque chose de très fort, sachant que 1 c'est la valeur par défaut. On peut mettre ici des valeurs en dessous de 1, par exemple 0.6, ou au-dessus de 1, donc 1.2. Là 2 c'est vraiment pour insister sur le fait qu'on ne veut pas de basse qualité. Donc bon là on reprécise baisse qualité, mais si par exemple on enlève ces paramètres là et qu'on régénère, donc là je suis toujours en 16 neuvième sur 20 étapes. Des fois il met un peu de temps à démarrer, mais je pense que ça c'est dû plutôt à ma machine.
Voilà, donc là, rien qu'en mettant des filtres négatifs, on obtient une image avec beaucoup plus de détails qu'avant. Et on peut aussi encore accentuer en mettant des filtres positifs. Donc là, bon, tous ces trucs là, on va les enlever, ça c'est vraiment principalement pour les visages. Je vais enlever ça. Voilà, donc là on reprécise qu'on veut un chef-d'œuvre à 1.2, une haute qualité, une photo RAW en 8K. Voilà. Je régénère. Bien sûr, les parenthèses comptent aussi comme un groupe, donc on peut tout à fait mettre une virgule, une parenthèse, tout ce qu'on veut, on ferme la parenthèse et remettre derrière des virgules, etc. Ah. Et là, forcément, il n'a pas aimé, parce que j'ai pas assez de VRAM. Alors soit je descends le nombre d'étapes pour générer moins, soit je change la méthode d'échantillonnage et je descends un petit peu, donc là je vais repasser sur du 512 par 288. Ce petit module là, c'est un module supplémentaire que j'ai rajouté qui permet de garder la proportion. Donc j'aime bien le format là, le format 4 5 parce que c'est le format qui est pour Instagram. Donc le Instagram prend en compte les formats 16 neuvième, 4 5 et 1. Mais par exemple, si je lui génère du 9, du 9 16e, comme ça, je suis obligé après de passer par du Photoshop et de rogner en fait l'image pour retrouver un format 4 5. Donc autant en générer en format 4 5 dès le départ, ça permet de garder en fait l'image initiale et de la publier automatiquement. Voilà, donc là on obtient. Donc il n'y a pas la mer, hein. Il y a juste la route et les fleurs. Et là, bah, si par exemple, comme je l'ai dit, on précise qu'on veut la mer, on peut peut-être même lui préciser plusieurs champs, par exemple, comme ça, pour vraiment insister sur le fait qu'on veut ces termes-là. Voilà, donc là on a une sorte de route, donc ça pourrait être considéré comme une route. Après, vu qu'on a demandé de la plage, bah, il nous génère un truc qui est plutôt sableux, on va dire. On a la mer et on a la fleur rouge. Voilà. Après, on a des modules détaillés ici, donc ce sont des plugins que je présenterai, je pense, dans un article dédié, sachant que les tiles diffusion, donc ça ce sont des trucs qui permettent de jouer sur la VAE. Donc là, par exemple, la VAE, hein, ça permet de générer des images plus nettes. Imaginons que je vous montre quelque chose qui n'a pas de VAE, donc par exemple, l'Arial par défaut n'en a pas. Je vais vous montrer déjà sans VAE. C'est un style un peu plus animé, plus manga. Voilà, donc sans VAE, on obtient ce type d'image là. Avec VAE, donc là je vais partir sur ça. Voilà, donc bon, vous voyez peut-être pas forcément la différence comme ça, il faut vraiment comparer les deux images l'une à côté de l'autre. Mais en fait l'image est plus nette, hein. Ça se voit surtout quand on augmente la résolution, c'est-à-dire que quand on va augmenter la résolution, donc soit en upscalant l'image, soit en générant une image plus nette dès le départ, avec VE, vous allez en fait avoir des images qui sont vraiment plus détaillées et plus nettes, hein. Voilà, et donc ce que je voulais vous montrer aussi, donc oui, c'est voilà, ces deux modules-là permettent de jouer sur ça. Le contrôle net permet, alors le contrôle net c'est quelque chose de très puissant, en fait, il possède énormément de méthodes. Ça permet en fait de prendre une image en entrée en plus du prompt qu'on génère pour pouvoir générer des détails particuliers ou par exemple donc s'adapter à l'image source.
moi j'utilise principalement OpenPose qui permet en fait de prendre une image, d'en extraire la pose, donc la position, par exemple imaginons une danseuse ballerine qui fait par exemple un grand écart, on le met dans OpenPose. OpenPose va générer une sorte d'image avec une sorte de bonhomme un peu en stické comme ça qui permet de reprendre vraiment la pose de l'image. Et grâce à cette pose-là, après on peut régénérer une autre variation d'une autre ballerine avec le modèle qu'on veut, qui fera toujours un grand écart, donc il y aura la même position, mais avec le prompt positif qu'on aura mis ici. Donc il y en a plein d'autres qui permettent d'avoir différents types de génération. Je pense que je les présenterai tous parce qu'ils sont vraiment importants. Euh, si par exemple vraiment je vous montre un détail, imaginons qu'on prenne, je ne sais pas moi, un truc, disons ça. Si par exemple je vous montre avec du line art et qu'on regarde en preview, donc là je prends du line art anime. Je ferai une vidéo dédiée, je pense, là-dessus. Là, en fait, il va essayer d'en extraire la plupart des lignes de cette image-là. Donc là, on peut tout à fait après lui préciser ce qu'on veut comme ligne. Donc là, j'ai pris toute l'image de ce tigre blanc qui est pareil, une génération que j'ai faite moi-même. Et donc là, il va générer cette image-là. Et c'est à partir de cette image-là qu'il va prendre le prompt ici et générer avec ce prompt-là le... En fait, il va essayer de faire une fusion de ça plus du prompt qui est ici. Donc là, bien sûr, ça va pas du tout. Si je génère, ça va pas du tout aller. Et en fait, on peut préciser la force soit de cette image-là, soit du prompt au-dessus, avec ici en fait le poids du contrôle. Donc si on met très très haut, c'est surtout ça qu'il va prendre. Si on met à la moitié, donc à 1, il va prendre un peu des deux. Et si on met très très bas, il va prendre plus le prompt qu'on a au-dessus. Bien sûr, on peut changer, il y a beaucoup d'options là-dessus. Mais j'en parle pas pour l'instant. Sachant que là, du coup, je vais le désactiver. Et ensuite, on a les scripts. Alors moi, là-dessus, j'utilise principalement le script XYZ qui permet en fait de générer une image, par exemple, avec, imaginons qu'on veut la générer sous un format Disney, sous un format un peu graphique enfantin, et un format réaliste, par exemple. Donc trois types de modèles checkpoint différents. Donc en fait, ça va générer une grille. Donc là, on va se remettre en 512 par 512 pour aller vite. Et donc là, en fait, il va lancer une génération. Alors, il va pas aimer, je pense, parce que j'ai pas pris un des. Il faut que je choisisse. Ah, si. Ah, si, il prend. Ouais, non, ils ont peut-être dû le corriger ça. Mais avant, il fallait vraiment choisir ici un des checkpoints qu'on propose ici. Sinon, ça ne fonctionnait pas. Donc là, il va me générer en fait trois images sous une seule image. En fait, il va me générer les trois images et ensuite une grille avec les trois images que je lui ai demandé avec ces trois modèles différents. En reprenant exactement bien sûr le même prompt positif, le même prompt négatif et les mêmes options qu'on a définies ici. Bien entendu, même avec un PC pas trop puissant, on peut tout à fait utiliser cet outil. Euh, Si vous avez une carte Nvidia, même sur un PC portable, je pense que ça peut fonctionner. Après, je pense que ça peut chauffer, mais ça peut fonctionner. Et ici, vous pouvez tout à fait générer, en fait, donc là, je vais vous montrer juste pour trois générations avec trois modèles différents. On peut tout à fait jouer sur absolument tous les champs, avoir par exemple une variation de l'acide, avoir une variation des étapes, avoir une variation en fait, de tous les champs qu'on trouve ici. Donc là, par exemple, voilà, on a trois générations.
Donc ensuite, hein, bien sûr, on peut voir les différentes images qu'on a générées ici dans l'explorateur de fichiers. Donc, là, si j'affiche la première page des images que j'ai générées, bon, là on retrouve des générations que j'ai faites précédemment. Et donc là, on a toutes les images. Et donc si par exemple, imaginons que cette image, je ne sais pas, par exemple cette image-là nous plaît, on peut prendre cette image-là, on peut retrouver les informations de génération qu'on a ici, on peut lui mettre une note, etc. On peut retrouver son emplacement sur le PC, et on peut tout à fait, en fait, alors soit la renvoyer dans le texte to image pour régénérer une autre image avec à peu près la même prompt positif, soit aller dans image to image pour faire des modifications au sein même de cette image. InPaint, ça permet d'avoir un stylet qui permet de modifier des éléments très précis dans l'image. Imaginons qu'on veut y rajouter une voiture par exemple ici. Et Extra, le truc que je voulais vous montrer encore, c'est pour en fait améliorer la résolution de cette image. Donc actuellement cette image est en 512 par 512. Si ici je l'augmente de 2, disons de 2,5, là en fait il va mouliner et me générer la même image avec une résolution augmentée. Alors bien sûr on peut augmenter aussi la résolution ici, hein, si je l'augmente de 4, forcément c'est plus long, hein, mais donc là c'est une image très simple, hein, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, et là si on va dans le dossier, donc là bon, vous voyez pas, mais en gros l'image de base elle fait 353 kilooctets, la seconde image que j'ai générée elle fait 2900 kilooctets, et la dernière image que j'ai générée, donc celle-là, qui est beaucoup plus nette, hein, elle fait quasiment 9 MO. Donc voilà, et donc on peut, donc cette image-là, hein, si je l'ouvre dans un nouvel onglet, hein, elle a une résolution de 2336 par 2336, hein, ce qui est vraiment beaucoup plus net, hein. Là on peut vraiment zoomer sur l'image et avoir, bon là bien sûr, hein, c'est une image générée à la va-vite avec un petit prompt fait vraiment rapidement, mais on peut avoir des détails dans l'image qu'on n'avait pas du tout avec l'image de 512 par 512, hein. Voilà, bah, je m'arrête là, et je pense que je referai d'autres vidéos. Ça c'est vraiment une première vidéo d'impro pour vous montrer un petit peu comment la génération fonctionne. Je pourrais aussi, par exemple pour mes collègues de travail qui regarderont cette vidéo, vous montrer ça directement sur site, ou vous inviter chez moi pour vous montrer. Euh, et voilà. Après, je pense que je ferai des vidéos sur aussi le mode image to image qui est vraiment puissant. Ce mode-là permet de par exemple générer des vidéos, c'est-à-dire que donc des vidéos sous forme de dessin animé, hein. C'est-à-dire qu'on va générer par exemple 100, 200 images et les mettre bout à bout pour former des vidéos. Donc ça peut être par exemple des vidéos un peu sous forme de GIF, ou une image statique avec des éléments du décor qui bougent. Par exemple, imaginons que ce soit deux personnes avec un feu de camp, et si vous voulez animer le feu de camp pour avoir une génération d'un feu de camp, on peut tout à fait en fait juste comment dire, faire varier les images au niveau du feu de camp pour avoir un effet de flamme qui bouge, et par exemple avoir des arbres avec des feuilles qui bougent, du vent, etc., sans toucher aux deux protagonistes, et donc eux ils seraient statiques sur l'image, et en fait les effets de mouvement du feu et des feuilles et du vent permettraient en fait de rendre une image animée, quoi. C'est tout à fait possible via ces modes-là. Après, il existe aussi des extensions. Il y a vraiment beaucoup d'extensions, hein. Si je vous montre la liste des extensions qui sont sur un dépôt GitHub, hein, il y en a plein, moi j'en découvre tous les jours, il y en a qui sont vraiment pas mal. Euh, je ferai, je pense, une page détaillée sur mon blog. Alors, je pense peut-être pas un article de blog, mais plutôt une page qui présente les différentes extensions que j'utilise, celles qui sont les plus communes, celles qui sont les plus pratiques dans les différents types d'utilisation possibles, et puis celles qui sont un peu annexes que j'ai utilisées, par exemple comme le QR code, de manière très succincte, quoi. Voilà.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bon, c'était une première vidéo, donc forcément il y a quelques soucis. Je pense qu'il y a des passages que je vais couper au montage, donc c'est possible que il y ait des coupures, hein. Pour l'instant, j'ai pas vraiment je m'y connais pas en montage, hein. C'est vraiment la première fois que je fais une vidéo de ce type-là. Voilà, je vous laisse. Bonne journée à vous.